des maths et bienvenue dans ce dernier épisode qui se déroule pendant la guerre de la Ligue en Bretagne. Alors pas de panique, si vous n'avez pas vu les autres, celle-ci se comprend tout à fait indépendamment. Seulement je ne vais pas revenir en détail sur le déroulement de cette guerre et le chaos qu'elle a engendré, donc si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous invite à aller voir les 2 vidéos que j'ai déjà faites sur cette période. Et pour en finir avec cette série de vidéos, je vais aujourd'hui vous présenter la tentative de Saint-Malo de devenir une république indépendante. C'est parti. Lorsque les guerres de religion touchent finalement la Bretagne à partir de 1589, Saint-Malo est une ville prospère et commerçante à l'histoire déjà riche. Étant à l'origine un ermitage fondé par saint Aaron et saint Malo vers 530, elle deviendra un enjeu important au Moyen-Âge entre le royaume de France et le duché de Bretagne. Passant d'une autorité à une autre, elle reviendra finalement à la couronne française en 1491, après la défaite du duc François II. En tant que cité de marins et de commerçants, les grandes découvertes vont considérablement l'enrichir et elle va même y participer, notamment à travers la vie du célèbre Jacques Cartier, explorateur plutôt connu de nos amis québécois. Et lorsque les guerres de religion gagnent la Bretagne à partir de 1589, à la suite de l'arrivée au pouvoir du roi Henri IV, alors protestant, le conseil de la ville, déjà en conflit ouvert avec leur gouverneur qui refuse de leur accorder plus de pouvoir qu'ils n'ont déjà, refuse de reconnaître le nouveau roi. Mais il refuse également de rejoindre la Ligue dirigée en Bretagne par le duc de Mercœur. Rapidement, le conseil s'érige en gouvernement et, ne tenant plus compte de l'avis du gouverneur de la ville, fait installer des canons sur les remparts, réquisitionne des centaines de marins et prépare des stocks d'armes, de munitions et de vivres. Ils s'enferment dans leur cité, chassant les étrangers et laissant le gouverneur s'isoler dans son château. Ce dernier fait savoir qu'il prête allégeance au roi et qu'il fera ouvrir les portes de la ville aux loyalistes s'ils le demandent. C'en est trop pour les Malouins qui entrent discrètement dans le château dans la nuit du 10 au 11 mars 1590 et qui, dans la pagaille générale, éliminent le gouverneur par un tir d'arquebuse bien placé. Dès que la nouvelle se répand, les deux camps cherchent à amadouer les Malouins, mais les lettres envoyées par le duc de Mercœur ou même le roi de France en personne restent sans réponse. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'ils répondent pas du tout, aucune réponse. Le vide absolu. Le conseil de la ville chasse tous ceux qui veulent rejoindre le roi protestant et envoie une délégation au duc de Mercœur afin qu'ils reconnaissent leur indépendance. Les négociations ont lieu à Dinan le 13 octobre entre Mercœur en personne et les délégués de Saint-Malo. Malgré la qualité indéniable de négociants des marchands de Saint-Malo, tout ce qu'ils obtiennent c'est la colère de Mercœur et des menaces de sa part. Menaces qu'il ne mettra pas à exécution, rompant le dialogue avec la cité-État nouvellement indépendante. Les 12 membres du nouveau gouvernement malouin font savoir qu'ils n'accepteront une nouvelle autorité que lorsqu'il y aura un roi catholique sur le trône de France. Ainsi naît la République de Saint-Malo. Le gouvernement malouin gère la diplomatie, négocie avec le duc de Mayenne, donc le chef de la Ligue en France, une manière de mieux contourner l'autorité de Mercœur, avec les Espagnols, les Anglais, mais aussi les Provinces Unies, afin de s'assurer des relations commerciales stables. Contrairement au reste de la Bretagne, Saint-Malo continue de s'enrichir durant cette période trouble, de par la gestion interne et indépendante de ses affaires et grâce à une habile diplomatie. Quant à la République mise en place, elle est peut-être un peu moins idéale que ce que la mémoire collective a gardé. Alors certes, il y a bien une assemblée qui se réunit une fois par semaine et qui est ouverte à tous les habitants. Mais en réalité, ce petit gouvernement est dirigé par quelques familles parmi les plus riches de la ville, qui mettent en place un système hiérarchique verrouillé, un principe d'expulsion de la ville pour quiconque n'est pas en total accord avec eux, et une présence armée aux portes de la ville pour surveiller les allées et venues. Mais ce qui est assez nouveau pour l'époque, c'est le fait que ce gouvernement règne sans tenir compte du pouvoir religieux, fonctionne grâce à un libéralisme économique et ne fonctionne plus de manière féodale, avec la mise en place d'une assemblée populaire. Et nos amis malouins vont être indépendants pendant 4 ans, jusqu'en 1594. En effet, le 25 juillet 1593, Henri IV, pour mettre fin à la guerre, se convertit au catholicisme et promet le pardon royal pour quiconque le rejoignant. Voyant le vent tourner et Henri mettre à genoux ses ennemis un par un, les Malouins, en bons commerçants, décident d'aller négocier avec le roi afin de rejoindre le royaume de France. Au bout de plusieurs mois de négociations, ils arrivent à leur fin, signant l'édit de réduction le 4 octobre 1594, réussissant tout de même à garder les privilèges commerciaux acquis pendant ces 4 années, en échange de quoi ils mettent fin à leur république et rejoignent le royaume.
C'est de cette histoire que vient la devise officieuse de Saint-Malo, ni français ni breton, Malouin suit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà pour cette vidéo qui vient conclure ma série sur la guerre de la Ligue en Bretagne. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur cette période, mais pour ma part, je vais m'arrêter là et partir sur d'autres événements de notre histoire. Néanmoins, si vous souhaitez approfondir cette période, je vous conseille le livre d'Hervé Le Goff, La Ligue en Bretagne, je le mets dans la description. Super complet et vous pourrez y apprendre plein de choses. Dernière petite chose, la chaîne a passé les 2000 abonnés et je vous en remercie énormément, ça me fait super plaisir. Pour l'occasion, je vais faire une petite FAQ en live. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que ce soit sur moi, sur mon travail sur les vidéos, sur la chaîne YouTube, ce que je compte faire, etc. Vous pouvez les mettre en dessous et j'y répondrai lors de cette petite vidéo que je ferai d'ici 1 à 2 semaines, je pense. Je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux de toute manière. Sur ce, j'espère que vous avez appris des choses, c'est vraiment le plus important, et je vous dis trugaré à Kenavo.